Tout le monde connaît son nom. Tout le monde a déjà vu son œuvre. Mais l'histoire a soigneusement effacé son plus grand scandale. Accusé d'escroquerie, condamné à la prison, le créateur de la plus grande tour du monde de son époque a failli tout perdre dans une affaire de corruption qui a fait trembler la République. Découvrez la face cachée, sombre et méconnue de Gustave Eiffel. « 1832, à Dijon, naît Gustave Eiffel. Rien ne prédit alors qu'il marquera l'histoire du monde. Issu d'une famille d'artisans, le jeune Gustave développe tôt un esprit analytique et une curiosité sans limite. En 1855, il sort diplômé de l'école centrale, étudiant en chimie. À seulement 25 ans, il dirige son premier grand chantier, le pont ferroviaire de Bordeaux. C'est ici qu'il perfectionne la technique du rivetage, qui deviendra sa signature technique mondiale. Le succès est total. Eiffel se forge une réputation de technicien hors pair et de gestionnaire rigoureux. En 1866, il crée sa propre entreprise. C'est le début d'une épopée industrielle. Ces ponts, comme celui de Porto, défient les lois de la gravité avec une élégance métallique inédite. Entouré des meilleurs ingénieurs, il repousse sans cesse les limites de la résistance des matériaux. Le viaduc de Garabit, chef-d'œuvre de légèreté, confirme son statut de magicien du fer à travers l'Europe. Peu le savent, mais c'est lui qui conçoit l'armature interne de la Statue de la Liberté de Bartholdi. Eiffel conçoit un squelette flexible, capable de résister aux vents violents du port de New York. En 1885, la statue traverse l'Atlantique. Elle prouve sa solidité face aux embruns. Lors de l'inauguration à New York, le monde entier découvre le squelette de fer qui soutient la liberté. 1887. Le chantier de sa vie commence à Paris. Une tour de 300 mètres de haut. Le projet est colossal. 4 piliers immenses s'élancent, provoquant l'incrédulité et la peur des Parisiens. La protestation des artistes éclate. Beaucoup jugent cette carcasse de fer inutile et hideuse pour la capitale. Pour aligner parfaitement les piliers, Eiffel utilise des vérins hydrauliques capables de soulever 800 tonnes. Une équipe de 4 hommes pose chaque rivet. Un chauffeur, un teneur, un frappeur et un receveur. En mars 1888, la première plateforme est achevée. Le tout avec une précision de dixième de millimètre. Plus de 18 000 pièces de fer sont préparées en usine avant d'être assemblées ici comme un immense mécano. Malgré la hauteur vertigineuse et les vents, aucun accident mortel n'est à déplorer durant toute la construction. Eiffel est un maniaque du détail. Chaque trou de rivet est percé à l'avance au millimètre près en atelier. Le défi est aussi vertical. Il faut inventer des ascenseurs capables de suivre la courbure inédite des piliers. Le chantier ne s'arrête jamais. La nuit, les lueurs des forges éclairent la ville. L'hiver est rude, mais la structure en fer peudelé résiste parfaitement aux contractions thermiques prévues. Eiffel conçoit ses propres grues à vapeur qui montent en même temps que la tour, fixée au rail des ascenseurs. À 300 mètres de hauteur, les ouvriers tutoient les nuages. La France s'apprête à défier le monde entier. Le 31 mars 1889, Eiffel hisse le drapeau français au sommet. Il a bâti la plus haute structure du monde. Au sommet, il s'aménage un laboratoire secret pour la science, loin du tumulte de la foule en contrebas. L'exposition universelle ouvre ses portes.
la tour Eiffel devient instantanément l'attraction la plus célèbre de la planète. Chaque soir, 2 projecteurs balaient Paris, faisant de la tour un phare moderne guidant l'humanité. Le triomphe est immédiat. En quelques mois, près de 2 millions de visiteurs gravissent les marches de fer. Les critiques se taisent. Même les plus féroces détracteurs célèbrent désormais le génie d'Eiffel. Couvert d'honneur, décoré de la Légion d'honneur, l'ingénieur est au sommet de sa gloire et de sa fortune. L'entreprise de Levallois tourne à plein régime. Eiffel construit des ponts et des gares sur tous les continents. De l'Indochine à l'Amérique du Sud, ses charpentes métalliques exportent le savoir-faire industriel français. Mais l'ambition l'appelle ailleurs. En 1887, il rejoint le projet titanesque du canal de Panama. Le chantier est un enfer de boue et de maladies. Les défis colossaux du terrain ont été sous-estimés. Pour sauver l'entreprise, Eiffel propose de remplacer le canal à niveau par un système d'écluses géantes. Il fabrique le matériel à Paris, mais sur place, le chaos financier et sanitaire bloque les travaux. En 1892, la compagnie de Panama fait faillite, ruinant des centaines de milliers d'épargnants. Le scandale de Panama éclate. Malgré son seul rôle d'entrepreneur, Eiffel est emporté dans la tourmente. Accusé d'abus de confiance, il est condamné en première instance à 2 ans de prison et à une amende. C'est le choc. L'homme le plus respecté de France voit son honneur bafoué. Il se retire de sa société. Quelques mois plus tard, la Cour de cassation annule le jugement. Eiffel est totalement blanchi, mais meurtri. Bien qu'innocenté, il décide de quitter le monde des affaires. Une nouvelle vie commence alors pour lui. Blessé par cette affaire, Eiffel se tourne vers sa première passion, la science expérimentale. Il transforme sa tour en un laboratoire géant pour l'étude de la météo et de la pression atmosphérique. Il multiplie les expériences, observant le ciel et les vents, pour rendre son monument indispensable. En 1903, il collabore avec l'armée. La tour devient un immense pylône pour la télégraphie sans fil. Grâce aux ondes radio, la tour acquiert une valeur stratégique militaire qui la sauve de la destruction. Eiffel se passionne pour la résistance de l'air, posant les bases de l'aérodynamique. En 1909, il construit la toute première soufflerie, un outil révolutionnaire pour l'époque. Il aide les pionniers de l'aviation à comprendre comment les ailes portent les appareils dans le ciel. Ses travaux en soufflerie sont cruciaux. Sans Eiffel, l'aviation moderne aurait mis des décennies à décoller. Il publie des ouvrages de référence qui font de lui l'un des pères de la science aéronautique. Il déplace ses recherches à Auteuil, créant un centre de recherche qui est encore utilisé aujourd'hui. En 1914, la tour joue un rôle clé. Elle intercepte les messages allemands durant la bataille de la Marne. Grâce à cette antenne géante, la France capte les ordres de l'ennemi et organise sa victoire. À l'automne de sa vie, il se retire loin de l'agitation, sans jamais cesser de calculer et de réfléchir. Eiffel a survécu aux polémiques et aux scandales. Son œuvre est devenue le symbole de la modernité. Au crépuscule de sa vie, Gustave Eiffel se retire souvent sur les rives du lac Léman pour méditer. Père dévoué, il place la famille au cœur de son existence, trouvant en sa fille Claire une alliée. Même affaibli, son esprit reste vif. Il range méthodiquement les archives d'une vie dédiée à la science. La guerre éclate. Sa tour devient le centre névralgique de la défense nationale française. Grâce à l'antenne géante d'Eiffel,
l'armée intercepte les messages ennemis décisifs pour la victoire. L'ingénieur n'est plus sur les chantiers, mais sa structure sauve Paris de l'invasion imminente. En 1922, il fête ses 90 ans. Un dernier hommage lui est rendu par ses pairs et sa famille. Le 27 décembre 1923, dans le calme de son hôtel particulier, Gustave Eiffel rend son dernier souffle. Le magicien du fer s'éteint, laissant derrière lui une œuvre qui a redéfini les limites de l'humain. Il va emporter ses secrets avec lui, mais l'histoire, elle, n'oublie jamais les grandes tragédies. Chaque quinzaine sur Chronica FR, nous rouvrons les dossiers que le temps a voulu effacer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Paris lui fait ses adieux. Son corps est conduit à Levallois, au cœur de son empire industriel disparu. Il repose désormais dans le caveau familial, face à cette tour qui porte son nom pour l'éternité. Son héritage est immense. Ses descendants veillent sur les archives et la mémoire de cet ancêtre visionnaire. Dès sa disparition, la tour change de statut. Elle n'est plus un projet temporaire, mais l'icône de la France. Les artistes, qu'il avait tant haïs, commencent à voir en elle la muse de la modernité absolue. Eiffel est parti, mais son ombre de fer plane désormais sur chaque rêve de grandeur du XXe siècle. Après sa mort, la tour devient le premier émetteur de télévision en France, confirmant son utilité. Tous les 7 ans, 60 tonnes de peinture sont appliquées à la main pour protéger le fer. Sous ses piliers, les machines d'origine fonctionnent toujours, témoignage d'une ingénierie conçue pour durer. Son design est devenu universel, copié de Las Vegas à Tokyo comme le symbole ultime du romantisme. Chaque pièce de fer est surveillée de près, faisant de cette structure l'une des mieux entretenues au monde. En 2015, elle s'adapte aux enjeux écologiques en intégrant des éoliennes invisibles dans ses structures. Ces 20 000 ampoules scintillantes rappellent chaque soir que le fer peut aussi se transformer en poésie. À ses pieds, son buste veille sur son œuvre, gardien d'un héritage qui a survécu à toutes les modes. Elle est le théâtre des plus grands événements, le visage d'une France ouverte sur le monde. Les principes d'Eiffel sur la résistance au vent dictent encore aujourd'hui la construction des plus grands gratte-ciel. À 330 mètres de haut, elle reste le point de repère incontournable de la ville lumière. 7 millions de personnes viennent chaque année saluer le génie de cet homme qui voulait toucher le ciel. Le magicien du fer est éternel. Son œuvre restera, tant que les hommes oseront rêver en grand.